Bonjour, je suis désolé de ne pouvoir être des vôtres aujourd'hui. Les contraintes de l'annonce de la création de la première start-up issue des financements, mais je dois dire des autofinancements de recherche par Toulouse White Biotechnology, qui auront lieu aujourd'hui même à Paris, m'obligent à ne pas être des vôtres. Et donc, je vous prie de bien vouloir m'en excuser. C'était un plaisir pour moi de revenir à Gembloux aujourd'hui, à l'occasion de la manifestation que vous organisez. Un grand plaisir pour deux raisons. Bon, la première, c'est que j'ai visité Gembloux il y a à peu près un an, à l'occasion de la remise des insignes de docteur honoris causa de l'Université de Liège et de Gembloux Agrobiotech, qui a été une cérémonie extrêmement importante, très touchante, et dont je suis extrêmement fier. Et puis également à cause de la présence de Philippe Jacques, que j'apprécie beaucoup, qui est à l'origine de cette remise d'insignes et que j'ai invité récemment à Toulouse. Donc c'était un vrai plaisir de retrouver Gembloux, mais malheureusement les contraintes professionnelles font que ce sera pour une autre fois, j'espère. Voilà. Voilà, donc la thématique aujourd'hui, ce sont les biotechnologies industrielles. Or, ces biotechnologies industrielles, on les a appelées il y a quelques années génie biochimique, et puis c'est devenu biotechnologie, et puis aujourd'hui on met l'accent particulier sur les biotechnologies industrielles. C'est un domaine qui a démarré en fait dans la seconde moitié du XXe siècle, et qui aujourd'hui se revisite grâce à de nouveaux outils, surtout dans le domaine de la biologie moléculaire, mais également dans le domaine de l'informatique. Aujourd'hui, on peut séquencer très facilement, très rapidement l'ADN. On peut synthétiser des gènes un peu moins facilement, mais quand même avec une grande disponibilité. Aujourd'hui, les moyens de la bioinformatique permettent d'aller décrypter les génomes avec une redoutable efficacité et de redécouvrir des activités enzymatiques que l'on ne sudorerait pas, d'aller redécouvrir des voies métaboliques qui ont été éteintes. Donc il y a toute une nouvelle mouvance là, qui existe depuis quelques années, qui parlait il y a quelques années d'épigénétique, qui parlait il y a quelques années du rôle du microbiote intestinal humain, même sur notre cerveau, sur son développement. Donc c'est un domaine en pleine explosion. Alors, bien sûr, la focalisation aujourd'hui est sur les biotechnologies industrielles, c'est-à-dire tout ce que l'on va pouvoir développer comme bioéconomie basée sur du carbone renouvelable. Sujet extrêmement important. Nous sommes à la veille de la grande réunion COP21 à Paris début décembre. Aujourd'hui, quoi qu'en disent encore certains, le réchauffement climatique est indéniable. L'impact de l'activité anthropique sur le climat est absolument évident. Et il faut et en outre également, préserver notre capital. Nous avons un capital qui est le carbone fossile. Ce carbone fossile, ne l'oublions pas, il est biosourcé, il est d'origine biologique en fait. C'est du carbone qui au départ était végétal. Donc ce carbone fossile, le pétrole, les gaz de schiste, etc., il faut le préserver. Comment le préserver? En l'utilisant le minimum. Donc pour cela, il faut développer, chaque fois que faire se peut, les utilisations d'un carbone renouvelable. En fait, ce carbone renouvelable, il vient du carbone fossile. Sa combustion, son oxydation conduit au dioxyde de carbone, qui est un des principaux moteurs de l'effet de serre. Et donc, il faut utiliser non pas notre capital carbone fossile, mais les intérêts de ce capital, les intérêts qui sont constitués par ce dioxyde de carbone et par tout ce qui en découle au niveau de la photosynthèse notamment, sous forme de carbone renouvelable. Donc utilisons non pas notre capital, mais les intérêts de ce capital, le carbone renouvelable qui en découle. Voilà, donc voilà le grand moteur. Ce grand moteur, il est facilité par les outils biologiques que j'évoquais tout à l'heure. Il est également facilité par le fait que cette ressource fossile, un jour, elle va s'amenuiser, même si aujourd'hui le baril de pétrole n'est plus autour de 150 $, mais plutôt autour de 50, eh bien,
Moi, je crois que c'est beaucoup plus qu'un danger, c'est une opportunité. Pourquoi? Bien parce que, au départ, beaucoup de gens se sont précipités lorsque le baril de pétrole était à 150 $ pour refaire avec du carbone renouvelable ce qu'on faisait avec du carbone fossile. Bon, c'est le plus simple, les marchés existent, on sait que si on passe à la barrière économique, eh bien, on peut déboucher. Par contre, le fait que le baril soit redescendu dans des zones beaucoup plus favorables, eh bien, ça nous oblige à être beaucoup plus créatifs. Ça nous oblige à être beaucoup plus créatifs en ce sens qu'il faut se concentrer non pas sur la simple substitution de ce qui était fait ou de ce qui est fait actuellement avec du carbone fossile, mais plutôt vers de l'innovation vraie, c'est-à-dire créer des produits que la chimie ne saura jamais faire à partir de carbone fossile. Nous en avons deux exemples évidents. La chimie, à ma connaissance, malgré toutes ses performances, ne fera jamais des protéines. La chimie aura beaucoup de mal à être aussi énantiosélective et aussi régiosélective que le biologique. La chimie ne pourra pas faire de polysaccharides. Les sucres sont des structures extrêmement complexes dont la combinaison est telle que l'outil biologique eh bien, est un outil extrêmement performant. Donc voilà ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est se recentrer non pas sur les commodités les plus évidentes, mais mettre l'effort pour essayer vraiment de développer de nouveaux produits dont la fonctionnalité d'ailleurs, ne l'oublions pas, c'est le cas par exemple pour les polysaccharides, dont la fonctionnalité viendra de transformations chimiques. Donc il y a une symbiose entre le biologique et la chimie à aller chercher et à développer. Alors, deux mots peut-être sur le parcours qui m'a amené là où j'en suis aujourd'hui. C'est un parcours d'abord d'ingénieur en chimie biologique. J'ai un diplôme de chimie biologique à l'époque où la biotechnologie n'existait pas encore. Et j'ai eu la chance, au début des années 70, de pouvoir passer du statut d'élève dans une école d'ingénieurs qui est l'Institut national des sciences appliquées, dont d'ailleurs Stéphane Guillouet, qui va être le conférencier qui a bien voulu donner la présentation suivante, vient en tant que professeur. Donc cet Institut national des sciences appliquées a joué un rôle moteur dans les années 70, dans le développement de ce que l'on appelait donc le génie biochimique en France. Ensuite, une caractéristique du laboratoire dont je proviens, qui est le LISBP, le laboratoire d'ingénierie des systèmes biologiques et des procédés, cette caractéristique, c'est d'avoir toujours travaillé avec des industriels. Il n'y a jamais eu la barrière entre les activités scientifiques et les activités de développement technologique. Donc il y a toujours eu cette volonté de s'intéresser aux problématiques industrielles parce que dans de très nombreux cas, ça je peux l'affirmer sans hésiter, dans de très nombreux cas, ces applications réalisées avec des industriels ont ressourcé la recherche fondamentale. Elles ont ressourcé les questionnements, elles ont posé vraiment de nouvelles problématiques qui ont débouché sur de nouvelles recherches très amont. Voilà, donc évidemment, le fait de côtoyer des industriels, de côtoyer des financiers, m'a amené dans les années 80 à créer une des toutes premières entreprises de biotechnologie en France, BioEurope, dans le domaine de la biocatalyse et l'utilisation de la biocatalyse au développement d'ingrédients nutritionnels notamment, pour donc l'alimentation humaine et l'alimentation animale, et puis ensuite d'ingrédients cosmétiques qui sont beaucoup plus faciles à développer industriellement. Donc BioEurope a été racheté par un groupe français et est toujours très actif, en particulier dans le domaine de la production de polysaccharides, d'oligosaccharides et de molécules chirales pour la pharmacie et pour la cosmétique. Donc ensuite, lorsque cette société BioEurope a été reprise, eh bien, je suis revenu à l'INSA de Toulouse pour reprendre les fonctions de mon superviseur de thèse, Gilbert Durand, et créer un centre de transfert de technologie, remonter une équipe de recherche. Mon focus initial était sur l'immobilisation d'enzymes et sur la biocatalyse au sens, je dirais, procédé. Et donc j'ai redémarré une équipe de recherche, non plus sur ces aspects-là, mais sur la biologie moléculaire et tout ce qui tourne autour de l'identification des gènes qui codent pour des enzymes et le remodelage de ces gènes, l'ingénierie moléculaire de ces enzymes,
Et aujourd'hui, cette équipe donc, est une équipe d'environ 80 personnes qui est toujours très active dans ce secteur, surtout dans le secteur de la transformation des glucides. Et puis est arrivé en France un événement très important, c'est ce que l'on a appelé le Grand Emprunt, qui est devenu programme investissement d'avenir, c'est-à-dire la possibilité de candidater sur des projets très ambitieux, c'est-à-dire je dirais un peu vulgairement, de se lâcher, c'est-à-dire se lâcher, partir de la feuille blanche et demander quelques dizaines de millions pour construire un projet. Donc il y a plusieurs milliards d'euros qui ont été investis comme ça dans le domaine universitaire. Et donc, encore une fois, en partant vraiment de zéro, nous avons construit le projet Toulouse White Biotechnology, qui est un peu, enfin qui est beaucoup même, la philosophie que je défends, à la fois du financement de la recherche, de la gestion de la recherche et de la valorisation de cette recherche pour du transfert de technologie. Alors, financement de la recherche, en général, que ce soit au niveau national en France ou que ce soit au niveau européen, on construit des programmes de recherche pour obtenir ce financement qui dure plusieurs années et où il faut raconter au centime près ce que l'on va faire, hein, qu'est-ce que l'on va faire au bout d'1 an, au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, et souvent sans la possibilité de bouger 1 euro d'une ligne à une autre. À mon avis, c'est très bien pour établir des réseaux, c'est très bien pour établir des collaborations scientifiques, c'est très bien pour aboutir à des publications, mais ce n'est pas ce qui est le plus efficace pour rechercher des retombées économiques. Quand on a les niveaux de chômage qui sont ceux qu'ils sont en Europe et en France en particulier, eh bien, on ne peut plus rester dans cette situation. Donc il faut essayer de trouver d'autres leviers. Et le levier que nous avons trouvé dans Toulouse White Biotechnology, c'est d'utiliser les droits d'accès que payent les partenaires industriels, donc qui sont actuellement au nombre de 23, en les réinvestissant dans des programmes de recherche très amont, très fondamentaux, très risqués, mais susceptibles de générer de la propriété intellectuelle. Et c'est ça le mot-clé, c'est générer de la propriété intellectuelle, générer des brevets. Donc, c'est ce que nous faisons actuellement. Nous avons 15 projets qui sont financés de cette manière, un peu comme on fait du capital risque, c'est-à-dire on met de l'argent sur un projet, le projet est très risqué, mais s'il aboutit au bout d'1 an à des résultats concrets, ben, on refinance. S'il n'y a pas de résultat, ben, on arrête, on passe à autre chose. Voilà, c'est un peu dur comme règle, mais en tout cas, c'est très productif puisque nous avons d'ores et déjà, en 3 ans d'activité, nous avons généré 7 dépôts de brevets. Et sur les 2 premiers projets que nous appelons des projets pré-compétitifs parce qu'ils sont très amont et qui sont mis à la disposition pendant une période de 6 mois de nos partenaires industriels. Donc sur ces 2 premiers projets qui sont terminés, ben, le premier a abouti à un brevet qui donne lieu à 2 contrats avec 2 partenaires industriels différents, donc à 2 licences potentielles. Et le second projet, eh bien, c'est celui qui me retient aujourd'hui à Paris. Nous avons construit avec l'équipe de Denis Pompon une sorte de chimère un peu farfelue, mais qui fonctionne. C'est-à-dire que l'idée, c'est de prendre la levure de boulangerie, la levure qui sert à faire de la bière, qui est une levure qui a pour habitude de produire du dioxyde de carbone à partir de sucre, à partir de glucose notamment, et de lui apprendre au niveau moléculaire, à utiliser ce dioxyde de carbone comme source, comme matière première. Donc aujourd'hui, eh ben, nous avons une levure, un Saccharomyces, qui va pomper du dioxyde de carbone dans l'atmosphère pour le transformer en produit d'intérêt. Et donc c'est cette start-up qui va démarrer officiellement aujourd'hui. Voilà. Donc c'est un cas très concret d'investissement à risque qui finalement est très productif. Bon, à côté de cela, il y a la gestion des programmes de recherche. Je crois que dans notre domaine, qui est un domaine pluridisciplinaire, il faut prendre en compte à la fois le fait que l'on gère des équipes ayant des spécificités différentes, de la biologie moléculaire, la microbiologie, la fermentation, la purification en aval, le downstream processing. Donc, il faut faire fonctionner ces équipes sur une base multidisciplinaire. Et également, il faut prévoir dès le départ tous les écueils que l'on va rencontrer si on ambitionne un développement industriel. Il est clair que les contraintes de productivité, de rendement, de concentration finale des produits sont essentielles.
on est dans l'eau, le coût de la purification des produits est très élevé. Donc il faut intégrer toutes ces contraintes. Lorsqu'on met un micro-organisme dans un fermenteur de quelques centaines de mètres cubes, ça n'a rien à voir avec le tube à essai ou la fiole agitée. Donc il faut absolument tenir compte de tous ces paramètres si on veut avoir une chance de réussir. Enfin, la relation avec les partenaires industriels, le transfert de technologie. Dans ma vie passée, j'ai vu beaucoup de projets échouer tout simplement parce que le dialogue ne se faisait pas entre deux domaines qui sont complètement différents, qui sont complètement disjoints, qui ont des contraintes et des valeurs différentes, le domaine académique et le domaine industriel. Il est clair que très souvent, les gens qui sont à l'interface entre ces deux domaines ne possèdent pas les finesses, les subtilités de fonctionnement du monde académique et du monde industriel. C'est très difficile d'avoir une double expérience. Et c'est essentiel parce que si on veut être crédible dans sa discussion avec des scientifiques, eh bien, il faut quand même avoir un certain niveau scientifique. Et si on veut être crédible avec des partenaires industriels, il faut intégrer toutes leurs contraintes, en particulier leurs contraintes économiques. Donc, perdre le moins de temps possible dans les discussions stériles, dans des discussions inutiles. C'est la raison pour laquelle, dans TWB, nous ne partageons pas la propriété intellectuelle. Nous ne partageons pas la propriété intellectuelle parce que nous sommes une structure publique, et une structure publique a beaucoup de mal à savoir décider, pas forcément du dépôt d'un brevet, mais surtout de l'extension de ce brevet, quels sont les territoires majeurs, et surtout a beaucoup de mal, même est dans l'impossibilité, de défendre un brevet. Le coût de la défense d'un brevet se chiffre en millions d'euros, donc ce n'est pas du tout un jeu que peut remplir un organisme public. Voilà. Donc, pas de partage de la propriété intellectuelle, pas de redevances, parce que souvent ces redevances sont basées sur des ventes de produits. Ces ventes de produits, dans un domaine comme celui des biotechnologies surtout, qui est un domaine très intensif en capital, il faut investir des sommes très énormes, il faut construire des pilotes, puis des usines, donc ça prend beaucoup de temps, et donc les retours en redevances sont très éloignés. Donc, plus simplement, ce que nous demandons sont des primes de succès. Donc on fixe des objectifs. Lorsque ces objectifs sont atteints, eh bien, le partenaire sait qu'il va payer 1 à 3 fois le prix total de la recherche comme prime de succès. Et ça, au moins, c'est clair, c'est fixé, il n'y a pas d'aléa, il n'y a pas de discussion, un petit peu quand même, mais très très peu par rapport à des discussions sur des partages de propriété intellectuelle et de redevances. Voilà, donc simplifier au maximum la relation publique-privée, faire en sorte que l'on perde le moins de temps possible. Dans TWB, eh bien, lorsqu'on est d'accord sur le contenu scientifique et technique d'un projet, on peut recruter quelqu'un en 2 semaines ou 3 semaines, et donc être immédiatement opérationnel. Et ça, c'est un langage que les industriels comprennent parfaitement. Voilà. Donc, voilà un ensemble de dispositifs que nous avons mis en place. Je voudrais terminer par un autre dispositif. Je crois que quand on est dans le domaine des sciences de la vie, on manipule du vivant, on connaît toutes les réticences qu'ont suscité les organismes génétiquement modifiés, notamment dans le domaine du végétal. Donc, il faut que le chercheur, que le scientifique, que le technologue accepte de recevoir un regard extérieur. Il faut qu'il accepte de se poser toute une série de questions qui ne sont pas forcément, qui ne sont pas du tout même souvent, des questions scientifiques ou des questions technologiques, ce sont plutôt des questions sociétales. Quel est l'impact, quelle est la responsabilité des actions qui sont conduites, quelles sont les conséquences possibles. Aujourd'hui, le principe de précaution est un principe très prégnant, donc il faut non pas forcer l'acceptation du public, ce n'est pas du tout l'objectif, mais il faut, encore une fois, se poser les bons questionnements au fur et à mesure de l'avancée d'un projet. Et pour cela, eh bien, il faut, comme je le disais, accepter un regard extérieur, et quel meilleur regard que celui des philosophes et des sociologues. C'est-à-dire des gens qui n'ont aucune compétence précise, en l'occurrence dans le domaine scientifique ou dans le domaine technologique, mais dont le métier est de se poser des questions et de formuler ces questions et de formuler des réponses à ces questions, ce que le scientifique ne sait pas toujours très bien faire. Voilà. Donc,
dans TWB, également de manière très volontariste, eh bien, les projets sont accompagnés non seulement sur le plan scientifique et technologique, mais également sur le plan éthique, sur le plan sociétal et sur le plan du développement durable. Donc c'est un ensemble que l'on a mis en place et qui paraît convenir, je dirais de manière très, très efficace, à ce flux à la fois de science, à ce flux de technologie et surtout à ce flux économique, puisque c'est quand même cela l'objectif. En 3 ans d'activité, nous avons créé 75 postes en interne, une trentaine de postes en externe, puisque nos partenaires industriels recrutent sur les projets, donc une centaine de personnes. Encore une fois, pour moi, le problème du chômage et le problème de la création d'emplois est un point essentiel si nous voulons être capables de pouvoir préserver nos valeurs, non seulement nos valeurs scientifiques, mais nos valeurs morales également. Voilà, je vous remercie, je vous renouvelle toutes mes demandes d'excuses de ne pas être des vôtres, et j'espère que ce n'est encore une fois que partie remise. À bientôt.